C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce verdict qui suscite de nombreuses réactions. Paul Rusesabagina, héros du film Hôtel Rwanda, a été condamné à 25 ans de prison, connu comme injuste pour avoir sauvé 1 millier de personnes lors du génocide des Tutsis en 1994. Il était devenu un critique virulent du président Paul Kagame. Nous serons à Kigali et à Bruxelles dans un instant. Ni héros ni paria, l'ancien président algérien décédé vendredi a été enterré dimanche lors d'une cérémonie à minima. Il n'aura pas eu le droit au même honneur que les précédents chefs d'État décédés. Pourquoi ce choix ? Nous poserons la question à notre invité Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Et à la fin de ce journal, on vous parlera de la plus importante course de chameaux du Sahara. Elle a eu lieu à Ingal, au Niger. Des centaines d'éleveurs sont venus assister à l'événement. Les détails à suivre. On va commencer donc par Paul Rusesabagina, connu comme un juste pour avoir sauvé 1 millier de personnes lors du génocide des Tutsis. Il a été condamné à 25 ans de prison pour terrorisme. Il était devenu un fervent critique du régime de Paul Kagame. Les précisions à Kigali de Simon Wolfart. La peine a finalement été annoncée après un verdict qui a duré près de 6 heures. Paul Rusesabagina a été condamné à 25 ans de prison, jugé coupable d'avoir été membre d'une organisation terroriste et d'avoir commis des actes terroristes. Pour son soutien au Front de Libération Nationale, le FLN, ce groupe rebelle accusé d'avoir mené des attaques meurtrières au Rwanda entre 2018 et 2019, qui avaient fait 9 victimes d'après les autorités rwandaises. Paul Rusesabagina a toujours assuré que son rôle au sein du mouvement était limité à la diplomatie et a rejeté toute implication directe dans les attaques. Le bureau du procureur aurait souhaité des peines encore plus lourdes. Nous ne sommes pas satisfaits de certains des jugements qui ont été rendus aujourd'hui parce que les peines qui ont été prononcées sont en deçà de ce que nous avions demandé. Pour certains d'entre eux, nous avions demandé une peine d'emprisonnement à perpétuité. Ils ont été condamnés à 20 ans ou 25 ans. La porte-parole du gouvernement, Yolande Makolo, a estimé que les preuves présentées lors du procès étaient indiscutables et que ce verdict permettra aux Rwandais de se sentir plus en sécurité. Un parti civil au procès regrettait tout de même l'absence de Paul Rusesabagina. En effet, ni l'ancien directeur de l'hôtel des Mille Collines, ni ses avocats n'étaient présents aujourd'hui pour écouter ce délibéré. En effet, sa défense a boycotté les audiences depuis le mois de mars, estimant le procès non équitable. Les États-Unis se sont dit préoccupés par la condamnation de Paul Rusesabagina, qui détient un permis de résidence permanente aux USA. Le porte-parole de la diplomatie américaine s'inquiète qu'il n'ait pas bénéficié d'un procès équitable. Voilà, et notre correspondant a évoqué les craintes de Washington. La Belgique, elle, est plus formelle. Pour Bruxelles, Paul Rusesabagina n'a pas bénéficié d'un procès juste et équitable. Les précisions de notre correspondante à Bruxelles, Alix Le Bourdon. Le rendu de ce verdict a été suivi de très près ici à Bruxelles où Paul Rusesabagina compte beaucoup de soutien et a de la famille. Sa fille notamment se bat à distance depuis plus d'1 an pour que les droits de son père soient respectés. Alors la perpétuité avait été requise contre l'opposant rwandais. Il a finalement été condamné à 25 ans de prison, sans surprise pour ses proches. On s'attendait à plusieurs années. C'est 25 ans, mais c'est équivalent à la vie en prison. Par contre, on n'est pas découragé. Pour nous, ce verdict ne veut rien dire. C'était un procès spectacle. C'est Kagame le juge. Ce n'étaient pas des juges indépendants. Il n'y a pas de justice au Rwanda. Donc, ce verdict, cette sentence ne signifie pas grand-chose pour nous. Le verdict semble en tout cas avoir fait réagir la Belgique, dont Paul Rusesabagina est ressortissant. La ministre des Affaires étrangères belge, Sophie Wilmès, a estimé que l'accusé n'avait pas bénéficié d'un procès juste et équitable. Maintenant, elle s'est rendue compte, à l'écoute du jugement, que ce procès n'avait pas été équitable, que c'était plutôt un procès politique. Et donc maintenant, ce que nous demandons à la ministre, c'est de faire en sorte, dans le domaine qui est le sien, en tout cas celui du gouvernement, de faire en sorte que M. Rusesabagina puisse revenir au plus vite ici en Belgique. Un espoir pour les proches de l'opposant. Cette semaine, la ministre belge doit rencontrer son homologue rwandais en marge de l'Assemblée générale des Nations unies.
Les obsèques de l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika, l'enterrement a eu lieu dimanche au carré des martyrs du cimetière d'El Alia en présence du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Mais la cérémonie était à minima pour le président déchu, forcé à quitter le pouvoir par un mouvement de contestation sans précédent en 2019. Nous sommes en direct avec Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le régime algérien ne semble pas avoir tranché. Abdelaziz Bouteflika n'a pas eu les funérailles d'un chef d'État comme Houari Boumediene, Mohamed Boudiaf, Chadli Benjdid ou même Ahmed Ben Bella, mais il n'a pas non plus eu des funérailles d'un citoyen lambda. Pourquoi ? Il a eu droit à une cérémonie sobre, certes, mais une cérémonie tout à fait présidentielle et une cérémonie digne. Je pense que le pouvoir algérien entre ne pas organiser une cérémonie présidentielle et organiser une cérémonie qui ressemble à ses prédécesseurs. Il a tranché pour une solution entre les deux parce qu'il a voulu honorer plutôt la fonction présidentielle, la stature présidentielle, le rôle de Bouteflika, mais pas le président lui-même, puisqu'il était controversé. Il n'avait pas d'ailleurs de relation tout à fait saine avec l'institution militaire en Algérie. Alors justement, vous l'avez dit, il était controversé et aujourd'hui la presse algérienne n'avait pas des titres dithyrambiques. Dans quel état a-t-il laissé l'Algérie sur le plan économique, politique et social ? C'est justement ce bilan qui a fait de lui un personnage controversé et je pense que le pouvoir algérien, comme les Algériens, étaient un peu pressés de tourner la page de Bouteflika parce que les deux mandats du président étaient les deux mandats de trop. Il était affaibli par la maladie, mais aussi sous influence de son entourage, avec un bilan économique qui est quand même désastreux. Il n'a pas ouvert les chantiers qu'il fallait ouvrir, les chantiers de réforme politique, pourtant promises par M. Bouteflika, les chantiers institutionnels en panne et surtout le chantier le plus important, celui de l'économie. L'Algérie se retrouve aujourd'hui dans une situation très difficile. Bénéficier à peu près de plus de 800 milliards. Le président Bouteflika avait un baril de dollars de 149 $ et malheureusement, la gestion économique et la mauvaise gouvernance ont été les maîtres mots durant son règne. Alors, le président Macron a salué une figure majeure et un partenaire exigeant pour la France. Comment faut-il interpréter cette phrase ? Le président Macron n'a pas pris trop de risques, il a bien choisi ses mots, il a évidemment salué une figure importante, ce qui est vrai, il y a un consensus autour de la figure de président Bouteflika, son rôle durant la guerre de libération, mais aussi son rôle sur le plan africain, sur le plan du tiers-monde, puisqu'il était le porte-drapeau du tiers-monde, il était le chantre d'un nouveau système international, et il ne faut pas oublier aussi que la relation entre le président Bouteflika durant ses deux mandats, mais même les deux derniers, puisque la France a joué un rôle très important durant le troisième mandat. Les relations avec la France ont été très bonnes. C'est justement sous Bouteflika que les avions français ont pu survoler le territoire algérien pour aller jusqu'au Sahel, jusqu'au Mali et au Niger. Et on peut dire que le président Bouteflika était un partenaire privilégié pour la France. Et on va continuer à parler de ces relations franco-algériennes. Le chef de l'État a demandé ce lundi pardon aux Harkis au nom de la France et a annoncé une loi de reconnaissance et de réparation à leur égard. Comment cette annonce peut-elle être perçue en Algérie où le puissant lobby des anciens moudjahids, des anciens combattants, continue à exiger le pardon de la France pour les crimes commis pendant la période coloniale ? Il est un peu tôt pour mesurer la réponse officielle du pouvoir algérien. Évidemment, le président Macron a le droit de demander pardon aux Harkis. En quelque sorte, il agit dans ce processus qui a initié depuis plusieurs années, cette idée de réconciliation des mémoires, mais aussi de rendre justice à ces harkis qui, pour le président français, ont rendu service à la France, mais ont été maltraités à la fois en Algérie, mais aussi en France. Du côté algérien, évidemment, ce n'est pas du tout la même lecture. Évidemment, on va certainement arriver à cette conclusion de dire pourquoi deux poids, deux mesures, pourquoi le président Macron dit que lui ne représente pas le système colonialiste français, ce n'est pas à lui de demander pardon, alors qu'aujourd'hui, évidemment, les harkis ont été maltraités par ce même système colonialiste et le président français, qui est président de la République française, ose quand même prendre cette décision importante, à mon sens, de demander pardon aux harkis. Je crois que ça va
retarder davantage ce processus de réconciliation entre les deux États, entre les deux peuples. Et donc ce vœu d'une histoire commune va encore prendre du temps. Et on va en reparler de ces relations franco-algériennes, d'autant que la période présidentielle en France va bientôt commencer, que la campagne présidentielle va bientôt commencer. Ce sera forcément un sujet pendant cette période. Merci beaucoup Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Merci beaucoup pour votre décryptage. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, 4 militaires maliens ont été tués lundi par l'explosion d'un engin dans le centre du pays. Une attaque au passage d'un convoi d'évacuation médicale. L'ambulance transportait un officier blessé. Une attaque qui intervient alors que la ministre française des Armées, Florence Parly, est en déplacement dans le pays pour dissuader la junte militaire au pouvoir de conclure un accord de sécurité avec des mercenaires russes. Cette épidémie de choléra qui sévit au Nigeria, elle a fait plus de 2300 morts depuis le début de l'année, principalement des enfants. Des cas ont été signalés dans 25 des 36 États du pays. Et dans la capitale Abuja, les enfants âgés de 5 à 14 ans sont les plus vulnérables. Cette somme qui va être dédiée à la vaccination en Guinée équatoriale, 26 millions de dollars que le fils du président Théodorin Obiang a versé pour mettre fin à des poursuites pour corruption aux États-Unis. La somme servira à financer des programmes de santé dans son pays, annonce du ministère américain de la Justice, une somme qui sera principalement remise à l'ONU. Et le sujet qui va suivre devrait intéresser tous les amateurs de courses de chameaux qui nous regardent. L'une des plus grandes compétitions du Sahara vient d'avoir lieu à Ingal, au Niger. C'était le festival de la cure salée. Des centaines d'éleveurs sont venus assister à l'événement. Nicolas Germain. C'est l'heure de l'enregistrement pour les chameaux qui vont participer à la grande course d'Ingal au Niger. C'est l'une des compétitions les plus importantes du Sahara. Ces courses, c'est quelque chose qu'on a hérité de nos parents. On ne le fait pas pour l'argent, mais pour le plaisir. En Europe, il y a le football. Ici, on a les courses de chameaux. C'est ici une fois par an et de temps en temps dans d'autres lieux. 25 chameaux vont faire 2 tours de 5 km. Le départ est donné et les bêtes filent à vive allure. Leurs propriétaires les suivent à bord de leur pick-up. Il y a d'autres qui prennent la tête là, mais en fin de compte, ils seront les derniers. Parce qu'ils font la vitesse. La vitesse, ce n'est pas demandé maintenant, c'est au deuxième tour qu'elle est demandée. Les jockeys sont tous très jeunes car plus ils sont légers, plus les chameaux iront vite. Cette année, le vainqueur est Moussa qui n'a que 10 ans. J'ai frappé le chameau pour qu'il accélère, pour qu'il gagne, pour que mes entraînements soient récompensés. Et je suis très fière. Cette fête appelée Festival de la cure salée est un grand moment de joie et de détente dans ce pays si souvent frappé par les attaques djihadistes ces dernières années. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de Paris Direct avec Audrey Racine. Regan, le nom de cette ville du Sahara algérien, restera à jamais associé aux essais nucléaires français. Pendant près d'une décennie, la France en a fait un laboratoire en plein air, exposant aux radiations aussi bien les civils algériens que les militaires français. On est les cobayes du nucléaire. 60 ans plus tard, si les victimes françaises commencent à être indemnisées, les Algériens, eux, attendent toujours réparation. Bien Retour revient sur les vestiges de Regan, sur France 24 et france24.com. Le paracétamol, médicament antidouleur parmi les plus vendus au monde. On n'en fabriquait plus en France depuis 13 ans. Mais bientôt, sur ce complexe chimique dans l'Isère, la production va reprendre. Les travaux de construction d'une nouvelle usine commenceront ici dès cet automne. L'objectif, c'est fin 2023, début 2024, de sortir les premières tonnes de paracétamol pour une commercialisation 1 an après. Coût du projet, 100 millions d'euros, dont une partie financée par le plan de relance de l'État. L'usine fonctionnera en continu pour le compte de 2 géants de l'industrie pharmaceutique, Sanofi et UPSA. Donc on part sur une production de 10 000 tonnes par an, ça représente environ un tiers du marché européen. Relocaliser pour regagner en autonomie.
Aujourd'hui, 80% des principes actifs, substances essentielles des médicaments, sont fabriqués hors de l'Union européenne, essentiellement en Asie. La crise sanitaire a révélé la dépendance de la France et les risques de pénurie. Au CHU de Grenoble, par exemple, la pharmacie centrale qui reçoit et distribue les médicaments de plus de 2000 patients est confrontée à des manques chroniques. En permanence, on a une cinquantaine de médicaments qui sont en rupture de stock au CHU de Grenoble, pas parce qu'on les gère mal, mais parce qu'ils ne sont pas disponibles et qu'on a épuisé toutes les possibilités d'alternatives. Pour le responsable du service, un élément pourrait favoriser la relocalisation, les normes environnementales de plus en plus sévères, y compris dans des pays comme la Chine. On est en train d'augmenter le niveau de protection environnementale dans ces pays de production de médicaments aussi. Donc ils ont à intégrer ce coût également, ce qui rend peut-être aussi moins intéressant le fait d'aller délocaliser à l'autre bout du monde la production de médicaments. Pour le paracétamol, en tout cas, certains y voient comme un symbole. La fabrication va être relancée à l'endroit même où elle avait été abandonnée en 2008. Balaphonix, un groupe RFI Talent. Découvrez Demain dès l'aube, le nouveau clip de l'afro-brass band francilien, extrait de son album Spicy Boom Boom.